Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Ali Rakib. De ses propres mots, Ali est un explorateur, un entrepreneur d'un autre genre qui part à la conquête du monde pour explorer les savoir-faire et patrimoines immatériels oubliés. Passionné de textile, à côté de ses peuples autochtones, il apprend à redécouvrir les fibres de la nature. En tant que consultant en ingénierie culturelle, il accompagne aussi les grands groupes internationaux à sourcer les savoir-faire rares, à les préserver dans des collections contemporaines, à les actualiser pour les proposer au goût du jour. Il œuvre aussi à prévenir et à déconstruire des sujets liés à l'appropriation culturelle. Aujourd'hui, avec Ali, on va parler de plusieurs sujets passionnants qui m'animent, notamment le patrimoine, le matrimoine et l'anthropologie. Très bonne écoute. Bonjour Ali et bienvenue dans Acte. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Nelly, ça va très bien. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes, qui tu es, quelle est ton histoire? Alors Ali Rakib, 40 ans, franco-marocain. En un mot, je me définirais comme explorateur. Donc explorateur des mondes, des cultures, des civilisations et des pays, des géographies. Donc j'ai toujours ce besoin d'aller voir ailleurs, d'aller explorer. Donc en un mot, je me définirais avant tout comme ça. Super. Et ton histoire? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi qui nous permettrait de comprendre un peu d'où tu viens, ta famille, tes expériences et ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui? Alors, je suis donc né en France et grandi en France, mais avec de très très fortes attaches culturelles, éducatives, familiales avec le sud du Maroc, frontière entre les premières dunes du désert du Sahara et les dernières montagnes de l'Atlas et l'océan Atlantique. Donc, on est vraiment à la croisée de trois mondes différents. Et puis, ayant grandi dans un quartier populaire avec toute la magie qu'il y a dans les quartiers populaires, une vingtaine de nationalités différentes, et puis des copains, des copines qui ont tous grandi en même temps parce que leurs parents sont arrivés en même temps. Et donc, on est né à 5-6 années près, quasiment en même temps. Donc, c'était toute une smala d'enfants qui ont joué, qui ont grandi ensemble. Et donc, on va dire, ce terreau extrêmement riche, extrêmement et aussi complexe parfois, ben, m'a m'a donné ce profil intellectuel d'explorateur qui m'a permis d'expérimenter, d'explorer plusieurs métiers. Donc j'ai commencé par le football parce que c'était ce qui était à portée, j'allais dire à portée de main, mais à portée de pied du coup, Ouais. le plus rapidement possible pour gagner un peu d'argent et puis donner un coup de main aux parents pour payer les loyers. De joueur, je suis passé entraîneur, d'entraîneur, je suis passé recruteur, puis j'ai quitté ce milieu-là à l'âge de 20 ans parce que ça m'allait pas du tout la relation qu'avaient les agents, les businessmen avec la chair humaine qu'ils achetaient et qu'ils revendaient. Donc là, je suis passé du côté social en tant que fonctionnaire pour accompagner les jeunes qui cherchaient une voie, se réinsérer dans la société, qui sortaient de prison, etc. Après 3 ans, me suis retrouvé dans l'éducation nationale, donc dans un lycée à enseigner. Et pareil, après 3 ans, je me suis dit, en fait, la sédentarité ne me va pas. Le salariat ne me va pas. Ou en tout cas, tel que je le vis ici, ça ne me va pas. Et pour avoir une meilleure vie, avant d'être pieds et mains liés, entre guillemets, par une famille, par des enfants, des obligations, ben, je vais voir en fait ailleurs ce qui se passe. Et j'ai pris mon sac à dos, j'ai voyagé. Et de voyage professionnel en voyage personnel, touristique ou purement exploratoire, je me suis retrouvé au Népal, puis au Japon, puis en Indonésie, puis un peu partout dans le monde. Et j'ai fait un rapprochement entre tous ces pays et mon pays qui est le Maroc, à savoir la, la disparition des cultures au profit d'une culture unique proposée par les GAFAM, par Google, par la télévision, par Internet. Et là, je me suis dit, OK,
Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'ai une idée déjà de ce que je vais faire de ma vie. C'est lutter contre cette uniformisation des cultures. Et c'est là que j'ai commencé réellement à changer et à me stabiliser dans mon envie à chaque fois de modifier mon plan de vol et puis d'expérimenter d'autres choses. Excellent. Donc c'est comme ça un peu que finalement tu es arrivé à l'entrepreneuriat, mais tu n'es pas un entrepreneur comme les autres, comme on l'entend, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat? Alors, ça a été vraiment pas fait exprès, parce que comme beaucoup, je souffre du syndrome de l'imposteur et j'avais jamais imaginé une seule seconde faire partie de ces gens-là qui entreprennent. Mais en même temps, j'avais tellement essayé différents jobs en étant conscient que j'étais quand même bosseur, que je me levais tôt le matin, que j'étais sérieux au travail et malgré tout, ça ne Hmm. fonctionnait pas. Je me suis dit, bah, c'est peut-être en fait ça ma voie, mais je suis d'abord passé par une épiphanie, en fait, une révélation, une vision où je me suis dit, tiens, tous ces tissus que j'ai vus au Népal à l'époque où j'habitais là-bas, que j'observais en parcourant l'Himalaya, je me suis dit, ces gens savent fabriquer des tissus exceptionnels. Donc, du fait que ma mère était brodeuse, j'avais quand même un œil critique, Mhm. un œil sur la qualité du tissu. Et je me suis dit, non, mais là, c'est du très, très haut niveau. Ces gens-là habitent au fin fond de l'Himalaya dans des maisons en pierre, mais ils ne se rendent pas compte de l'or qu'ils ont entre les mains. Ouais. C'était des matériaux rares en plus, de la laine cachemire, de la laine pashmina. Et à côté de ça, j'avais déjà quelques acheteurs que je connaissais en France, dans mon réseau personnel. Et j'ai commencé de manière complètement informelle à récupérer ces quelques étoffes en laine précieuse pour les apporter et les vendre à mes amis. Ça a fonctionné. Ensuite, je les ai vendus aux amis de mes amis. Ça a fonctionné. J'ai commencé à faire quelques salons, pareil, informels. Là, ça fonctionnait toujours, mais je passe un petit peu trop de temps à justifier le prix plutôt que de raconter l'histoire du tissu, Hmm. alors que les prix étaient extrêmement bas. Hein. Je facturais même pas la TVA, ni mes voyages, ni mes recherches. Et là, je me suis dit, bon, il faut quand même se structurer. Donc, en 2013, je crée l'association Tashkent Tradition du Monde, l'association qui existe encore aujourd'hui. Et là, c'est de manière formelle, officielle, que je fais des salons un peu plus prestigieux. Et là, encore une fois, ça fonctionne, mais j'ai pas de plaisir à le faire parce que les gens me Hmm. questionnent toujours et encore sur comment se fait-il qu'une laine coûte 60 euros pour une écharpe alors qu'à Carrefour, je l'ai vu à 15 euros. Donc Ouais. là, il faut expliquer que c'est pas du tout le même produit, que Carrefour, c'est peut-être même pas de la laine, c'est de la viscose, que moi, je vais crapahuter jusqu'au sommet de l'Himalaya pour trouver les laines les plus rares. C'est incomparable avec une laine mérinos. Enfin voilà. Donc là encore, le modèle économique, purement économique, est bon parce que je vends suffisamment pour créer de l'emploi et me créer mon emploi. Mais le juste milieu entre ce qu'on fait, ce qu'on aime faire, le plaisir qu'on a travaillé, il Hmm. était pas encore bien ciblé. Et 4 ans plus tard, je me dis, en fait, je vais arrêter. Je vais arrêter parce qu'il faut aussi penser à soi dans la vie. On veut bien sauver le monde, mais si nous-mêmes on va pas mal, on va pas bien, ben, le monde on pourra pas l'aider. Donc parfois il faut penser à soi. Je me suis dit, si je n'arrive pas en fait à créer une structure avec une vraie cible, une vraie clientèle qui a l'éducation minimum pour comprendre ce que sont mes tissus et pour créer du coup suffisamment d'emplois tout en me créant moi du plaisir de travailler, ben, en fait je vais arrêter. Et j'avais les papiers en main, j'étais prêt à dissoudre mon association. Et là, je me dis, bah, quitte à arrêter, autant tenter un coup complètement fou, parce que tu n'as plus rien à perdre. Et là, j'ai surmonté mon syndrome de l'imposteur et ma timidité. J'ai écrit à des marques de luxe telles que Kering, Hermès, Chanel, LVMH. Et il y en a une qui m'a répondu, c'est LVMH, et qui me donne rendez-vous. Ils expertisent mes tissus, puis du coup, ils sont fascinés. Ah, je me dis, enfin, des connaisseurs. Il y a une reconnaissance envers le travail que j'ai fait et envers surtout le travail des artisans, le travail que eux font, la matière première de qualité. Et là, ils me proposent un deal de me racheter le concept, de m'embaucher. Je décline, mais en échange, je leur propose d'être leur fournisseur officiel. Et ils acceptent à condition que je crée l'entreprise. Et parce qu'ils bossent pas avec les assos. Donc c'est là qu'en mars 2017, donc bientôt 6 ans, je crée l'entreprise Forever, c'est que je deviens, bien malgré moi, entrepreneur. Je t'entends pas, Nelly. Parfois, tout est dans l'audace, en fait. C'est-à-dire que
il faut essayer en fait. Il faut et comme si tu t'es dit voilà, je n'ai plus rien à perdre, ou bien avant d'arrêter tout, je contacte ceci. Si ça ne passe pas, au moins j'aurais essayé quoi. Ouais, Ah oui, c'est même super. devenu maintenant une méthodologie Mmh. automatique. Mmh. Mmh. Toutes les personnes que je veux contacter, même si demain c'est Barack Obama, ben, je n'aurai aucun frein à me faire des pieds et des jambes pour retrouver quelqu'un qui connaît quelqu'un Mmh. et qui me dégotera son email ou son téléphone ou enfin voilà, je sais pas par quel moyen, mais je n'ai plus peur maintenant Oui, d'aller d'oser. à la Mmh. rencontre des gens que je veux rencontrer. Ouais, exactement. Et est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi ton métier exactement? Ah, alors, pour te répondre tout en gardant une suite chronologique à mon récit, donc j'ai commencé à fournir ce groupe de marques LVMH. Et plus je leur apportais en fait mes fournitures, mes tissus, plus je me rendais compte qu'ils avaient besoin, en plus de mon tissu, d'explications. Soit d'explications techniques sur la rareté de la matière ou sur la rareté du savoir-faire du tissage, de la broderie ou de la teinture, ou soit leur expliquer que tel motif ne peut pas être utilisé tel quel sans l'autorisation des peuples autochtones, que tel motif représente une divinité dans la croyance de tel peuple indigène de tel pays, que telle couleur auprès de leur client qui vient de tel pays est considérée comme une couleur reliée à la sorcellerie. Donc faites attention si votre client est d'Asie centrale et vous achètera pas cette étoffe. Et là, bah, je livre du conseil. Je livre, mais pour moi, c'était juste un argumentaire commercial pour mieux vendre mes tissus et créer de l'emploi auprès de mes artisans. Mmh. Et plus ça avançait, plus je me disais, non, mais attends, mais là, j'aurais peut-être fait économiser un petit million d'euros quand même de pertes s'ils n'avaient pas écouté en fait mon conseil. Ils auraient eu des scandales d'appropriation culturelle sur Internet. On a vu ce que ça peut donner pour certaines marques. Euh, et si je donnais de la valeur en fait à mes conseils. Donc j'ai commencé à proposer mes conseils euh, assortis d'une facture. Et là, ça n'a posé aucun problème, au contraire. Ça a même donné du crédit à mes conseils. Et c'est là que du jour au lendemain, en 2018, le ratio conseil est passé à 300% de mon chiffre d'affaires, quoi. C'est-à-dire Waouh! que le textile, c'était toujours bien. Ça crée de l'emploi. J'avais mon bonheur de travailler. J'avais mon ikigai, comme disent les Japonais, mon juste milieu entre ce que je fais, ce que je gagne, ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin. Mais là, sans vraiment le faire exprès, bah, les marques me proposaient des fois d'elles-mêmes des 2000 balles, 3000 balles par jour de conseils. Alors pour moi, ça, c'est un mois de travail en termes de salaire. Donc j'ai continué sur cette voie. Je me suis dit très bien, j'ai pas fait exprès. Mais en tout cas, j'ai un modèle économique dans lequel Ouais. le textile est autosuffisant. Il ne suffit pas vraiment à me tirer un salaire à moi, mais à côté, j'ai le conseil qui me donne à manger, mais en même temps assure une trésorerie à l'entreprise en cas de coup dur, parce que il y a toujours eu des tremblements de terre au Népal, il y a eu Fukushima au Japon, il y a eu Ebola au Mali, enfin tous mes producteurs à un rythme d'à peu près tous les 3 mois subissaient un cataclysme. Et donc, il Ouais. me fallait, moi, être capable de répondre, de les assister, de faire en sorte que l'atelier ne coule pas. Donc, je devais plutôt faire la fourmi plutôt que la cigale et mettre de côté. Donc, ce système en 2019 était excellent. Super. Donc c'est comme ça que tu arrives justement à ton métier de sourceur? C'est comme ça qu'on doit t'appeler? Alors oui, du coup, j'ai pas répondu, excuse-moi. Alors, si on devait le résumer en un mot, ça serait anthropologue. Mon souci avec ce mot-là, c'est que c'est une discipline scientifique qui doit être reconnue par ses pairs et sanctionnée d'un diplôme, d'un doctorat. Mais j'ai beaucoup réfléchi avec des anthropologues et des docteurs sur ce sujet-là. Et il y en a un qui m'a dit très justement, ton seul diplôme, c'est entraîneur fédéral de football. Mais tant que tu n'as pas d'équipe, de par le fait, tu n'es pas entraîneur de foot, même si tu as le diplôme. Et à l'inverse, tu pratiques tous les jours le terrain. En anthropologie, ce qu'on appelle le terrain, c'est l'étude sur le terrain et partager la vie des peuples qu'on étudie. Et ça, il y a de moins en moins d'anthropologues qui le font. Philippe Descola, Maurice Godelier font partie des derniers en fait à le faire. Et aujourd'hui, l'anthropologie se fait principalement derrière son écran ou derrière ses livres. Et comme disait Maurice Godelier, un anthropologue qui ne fait pas de terrain, c'est un philosophe. Et avec tout le respect qu'il a pour la discipline, car lui-même est agrégé de philosophie. Et donc, oui, du coup, aujourd'hui, je réponds clairement, mon métier, c'est l'anthropologie, mais l'anthropologie au service du matériau,
par le sourcing ou au D'accord. service de la connaissance par le conseil en ingénierie culturelle que j'enseigne par ailleurs à des écoles d'art ou des écoles d'ingénierie culturelle. D'accord, OK. Et dans ton métier, c'est quoi les défis que tu dois relever au quotidien ou pour certaines missions? Alors, il y en a 2. Il y en a un qui est politique. C'est, quand un pays, n'importe lequel, traverse un moment de crise, les premiers budgets qui sont, squeezés, c'est la culture. Dommage que tous les décideurs ne pensent pas comme, j'ai oublié le nom, du président anglais, pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas Churchill? Si, Non? exactement, Mmh, Churchill, mmh. qui gardait à flot les budgets de culture, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment donné, quand il y a eu le Blitzkrieg, donc le bombardement de Londres par les avions nazis, ces ministres lui ont dit, mais il nous faut du budget pour nous défendre. Et Churchill ne voulait pas toucher au budget de la culture. Et à un moment donné, il en a eu marre, il a dit à ses ministres, mais si on squeeze la culture, pourquoi on se bat en fait? Quelle est la raison de nous défendre si c'est pas pour notre culture? Et j'ai trouvé ça très bien. Et c'est dommage que ce soit peut-être le dernier à avoir prononcé ces mots-là, parce qu'aujourd'hui, au moindre souci, crash pétrolier, dévaluation de la monnaie, inflation, bah, c'est la culture qui en pâtit. Donc ça, c'est mon premier défi, c'est de trouver les budgets pour financer mes projets, mes études, mon travail. Et le deuxième défi, c'est comment convaincre. Dans un business standard, tu dois convaincre ton client. Donc, tu as une offre, tu as un produit, un service, et ton client en a besoin. Toi, tu sais qu'il en a besoin, tu sais que ça lui fera du bien, que ça va l'aider, ça lui fera des chiffres. Tu dois avoir des arguments pour le convaincre. Dans la culture, et puis toi aussi, tu bosses dans ce secteur-là, l'art et la culture, c'est pareil. Quand tu convaincs ton client, parfois, c'est pas suffisant comme couche. Il a lui-même ou elle-même une strate hiérarchique qui doit aussi être convaincu. Et de nos jours, les actionnaires ont pris le pas dans les sociétés en termes de décisionnalité par rapport aux gens de terrain, les entrepreneurs, directeurs, ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les enjeux. Et souvent, les actionnaires préfèrent encore une fois squeezer les conseils en ingénierie culturelle. Donc, mes plus grands défis aujourd'hui sont concentrés au niveau des décisions budgétaires prises par mes clients. Mais avant l'Ukraine, avant la pandémie, enfin même pendant la pandémie, j'arrivais quand même à pas mal tourner. Là, la crise énergétique a rendu les choses très très difficiles en termes de budget. Mais mis à part ça, quand ça fonctionne bien, notamment en 2019, c'est, je le dis sans bégayer, le meilleur métier du monde, d'être Mmh. consultant en ingénierie culturelle. Ouais. Ouais, et je pense que tu as dit quelque chose qui est très pertinent, qui fait qu'on se pose la question de même dans le capitalisme, de pourquoi, aller à la course, vers plus de rentabilité. Qu'est-ce si on n'a pas de culture ou si on n'entretient pas une culture, à quoi ça sert en fait de se battre? Même à sortir de la crise, même, à quoi ça sert en fait? C'est ça. Et je pense que c'est une question, qui peut paraître très existentielle, mais c'est une question qu'il faut se poser parce que, bah, la culture, c'est ce qui nous reste, en fait, quand il n'y a plus rien. Donc si on ne préserve pas ce qui pourrait nous rester quand il n'y a plus rien, je sais pas trop pourquoi on lutte pour le reste, en fait. C'est Ouais, ça. ouais. Et est-ce que tu as beaucoup travaillé sur le continent africain? Alors j'ai beaucoup essayé. Mmh. Malheureusement, ça n'a pas toujours marché. Mes premières recherches à l'époque de l'association Tashkent furent en Égypte. Et malheureusement, les 2 années où j'y suis allé furent les 2 printemps arabes. Parce que Mmh. l'Égypte a eu 2 vagues de révolution. Ça m'a pas empêché de travailler parce que de toute façon, moi, mes tissus, je les cherche pas forcément dans les capitales, je les cherche un peu en province. Mais par extension, ça touche. Ça touche la province, ça Ouais, touche toute la population. ouais. Et puis parfois, quand tu trouves finalement ton fournisseur, ou pire encore, parce qu'en Égypte, j'étais allé pour créer un tissu. J'avais l'idée de créer un tissu en m'inspirant de, de hiéroglyphes égyptiens, et d'après les traductions que Google nous permet d'avoir, hein, parce que je ne sais pas lire le Ouais. démotique, les hiéroglyphes, il y avait des tissus faits à partir de lotus et de papyrus. Donc j'ai fait une forme de R&D, recherche et développement rudimentaire, auprès de producteurs. On avait quelque chose d'intéressant, mais finalement, après ces printemps arabes, tu n'as plus du tout de contact, la personne ne répond plus, le Mmh. téléphone ne fonctionne plus. Tu sais même pas si elle est vivante ou morte. En Afrique de l'Ouest, c'était Ebola.
Au Mozambique, dans le Cabo Delgado, bah, tu as des terroristes qui ont envahi toute la région et puis qui ont trucidé les gens. C'est vraiment compliqué. C'est un continent qui est considéré comme un grenier à ressources par le monde Ouais, entier. On y va pour y piocher des choses. On en sort en piétinant tout le monde. C'est vraiment très, très dégradant et irrespectueux. C'est le seul continent au monde. Encore une fois, désolé, j'ai pas le souvenir de la personnalité politique qui a dit ça il y a une trentaine d'années. Le seul continent au monde qui achète ce qu'il ne produit pas et qui ne vend que ce qu'il ne consomme pas. hmm, Donc, il produit et vend des diamants, des ressources minérales qu'il ne consomme pas, qu'il ne transforme pas lui-même, et il achète des produits, des ordinateurs, qu'il ne fabrique pas lui-même. Donc, forcément, il est perdant sur les deux tableaux. Et ouais, c'est ça qui fait que ça, c'est devenu ma priorité. Mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est aussi mon gros problème pour y hmm, travailler. ouais, Et les seules fois que j'ai travaillé, c'est pour des clients, pour du sourcing, pour de l'analyse de chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est pas directement par mes initiatives à moi, mais c'était au service d'un client d'une marque de luxe euh, que j'ai dû aller de temps en temps faire des audits. d'accord, ok. Ouais, bah, je pense que tu l'as bien souligné, hein. Le continent africain est un grand paradoxe et je pense que nous tous qui sommes acteurs pour changer une partie de la perception que ce soit des patrimoines, des savoir-faire et des ateliers, on est souvent confronté à ce paradoxe-là, c'est que voilà, 99% de ce que l'Afrique consomme n'est pas produit en Afrique et 99% de ce que l'Afrique peut produire de ses sous-sols ou même, je ne sais pas s'il faudrait dire produire parce que du coup c'est de l'extraction. Et 99% de ce qui vient en Afrique n'est pas consommé par les Africains eux-mêmes si ce n'est en bout de chaîne après avoir été transformé ailleurs, quoi. Donc c'est très paradoxal. Justement sur cette question du patrimoine africain, et pas que de son patrimoine, aussi de son matrimoine. Euh, quelle est ta vision de tous les métiers qui sont liés justement à cet héritage, que ce soit l'héritage des sous-sols ou même l'héritage culturel dans la pratique de comment les différents Africains du continent, mais c'est bon, tous les Africains du continent ne sont pas tous identiques, ils sont tous différents. Même quand on voit bien que les sols et les climats ne sont absolument pas similaires quand tu es au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. De ton point de vue, quelle est la vision du développement des métiers qui sont autour de ces patrimoines-là? Quelle vision tu as pour les patrimoines et les héritages du continent? Alors, ma vision est optimiste pour le simple fait que depuis ces 100 dernières années, l'Afrique a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert du colonialisme, de l'esclavagisme, de l'accaparement des terres, de l'extraction violente des ressources, et ça l'a ralenti dans son développement. Mais en même temps, c'est ce qui a fait sa force. Parce que le surdéveloppement à vitesse grand V de l'Asie, de l'Europe et des États-Unis leur ont fait perdre leur patrimoine immatériel. Hmm, Aujourd'hui, elles ont une culture monolithique basée sur Google, basée sur Internet, basée sur les mêmes livres, les mêmes histoires, les mêmes dessins animés pour enfants. Même moi, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai été bercé par des contes de Disney, comme des milliards d'enfants dans le monde. Et l'Afrique, finalement, est restée un petit peu isolée de tout ça et a gardé intact ses patrimoines immatériels. Donc aujourd'hui, mon pari que je fais, et j'invite vraiment tout le monde avec moi, c'est d'œuvrer dans le secteur de la culture, parce que nous sommes les derniers survivants finalement euh, de cette uniformisation intellectuelle. Donc, si on devait vraiment rester les derniers témoins de la diversité culturelle, bah, c'est là qu'on pourrait vraiment jouer un coup. Et la deuxième raison pour laquelle je suis optimiste, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier est en souffrance à cause des différentes crises, à cause de la pandémie, à cause des guerres, des révolutions. Mais l'Afrique a toujours été en crise, donc pour nous, c'est un lundi matin comme un autre. Et ouais, c'est ça qui va faire notre force, c'est que la plupart des gens dans le monde sont en PLS, ils sont sous le choc, les pays sont complètement prostrés. désorienté. Hmm. C'est ça. Mais l'Afrique, elle continue. Les jeunes Africains,
Je dirais pas qu'ils ont la belle vie. Non, mais la vie est toujours aussi dure qu'avant. Et la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier va mal aussi Hmm. et partage, on va dire, une partie de son quotidien. Et c'est le moment, en fait, de passer la vitesse supérieure et de rattraper le retard sur les autres à travers la culture. Et surtout à travers l'africanité telle qu'elle devrait l'être et pas telle que l'Europe ou les États-Unis ou le reste du monde nous indique qu'elle L'idéalise. soit. Hmm. C'est Hmm. ça. Et après, tu as dit quelque chose, je sais pas si je suis d'accord avec toi sur le rattraper un retard. J'ai pas forcément le sentiment du coup parce que comme tu disais tout à l'heure, la surconsommation de l'ère de l'industrialisation nous montre que les schémas qui ont été idéalisés par les ancêtres du capitalisme ne sont pas forcément les bons. Et comme tu l'as si bien dit, c'est que comme l'Afrique n'a pas été dans ce développement à outrance, cette surindustrialisation, bah, on est encore sur le dernier continent à ressembler, à avoir une forme de virginité. Donc, je pense que dans cette vision de ce continent vierge où tout semble à faire, bah, c'est une grande opportunité. Finalement, on n'a même pas de retard à rattraper parce que si on veut aller aussi dans une forme d'industrialisation à outrance du continent africain, on va droit dans le mur parce qu'on se rend bien compte que ce soit l'Europe et les Amériques après s'être développées, bah, se rendent bien compte que bah, on peut pas continuer comme ça, même juste pour le simple fait que le réchauffement climatique est une conséquence de cette surindustrialisation. Donc, est-ce que l'Afrique est vraiment en retard? Je suis pas sûre qu'elle soit en retard. Je pense juste qu'il faut Je, je me, que, je, je me suis mal exprimé quand hmm, je parle de retard en fait sur le développement au niveau de la santé, d'accord. au niveau de la place de la femme dans la société, au niveau de la mortalité infantile, au niveau de la nutrition. On a encore beaucoup trop d'enfants qui meurent de faim et de soif dans un monde où la nourriture déborde, Hmm, littéralement. Il y a de trop grosses disparités entre les villes et les banlieues et les zones rurales. hmm, Tu vois, hmm. choses qui ont été largement réglées en Europe ou en Chine ou enfin dans le reste du monde. Donc c'est à ce niveau-là que je parle de retard. Effectivement, c'est pas du tout dans l'industrialisation. Je pense que c'est pas du tout le chemin. Mais l'industrialisation, c'est justement dans la conclusion de mon propos, je disais évoluer à l'africaine et pas Oui, tel que le reste du monde voudrait c'est ça, qu'on se c'est développe. ça. Si nous choisissons de rester ruraux, de rester en lien avec les matières organiques, avec le sol, avec le bois, avec les fleuves. Il y a beaucoup de pays, par exemple, qui sont animistes et qui attribuent une âme à des plantes, à des fleuves, qui leur attribuent une personnalité, une existence réelle. C'est ce qu'on appelle l'animisme. Aujourd'hui, on a des décisions juridiques qui sont réfléchies au niveau international, au niveau des Nations Unies, pour attribuer une identité morale à des montagnes, à des fleuves, à des lacs, pour qu'ils puissent se retourner contre des industries qui les détruisent et qui les polluent. Donc, Hmm. tu vois, finalement, même nous qui avons nos mots à nous, nos définitions en termes d'animisme, en termes de culture, de patrimoine matériel africain, on a déjà un temps d'avance sur des décisions qui sont en train d'être étudiées par le reste du monde. Tout à fait. Je me rends aussi compte aujourd'hui, je sais pas si toi tu as le même constat que moi, que sur on va dire peut-être les 15 dernières années, il y a eu pour les jeunes Africains comme une forme de retour justement à une identité africaine, à une forme de réappropriation de l'identité africaine pour l'actualiser parfois, parfois la transformer, la remettre au goût du jour. Est-ce que tu vois justement dans cette tendance, une tendance de fond qui pourrait justement aussi accompagner le changement ou une forme de définition, si ce n'est pas une redéfinition de l'Afrique et des Africains dans le monde. Dans cette tendance du retour à l'identité des jeunes Africains, une forme de redéfinition de l'identité africaine, en fait, selon la jeunesse actuelle. Alors, je dirais oui, absolument. Peut-être est-ce dû à l'ouverture d'esprit grâce à l'ouverture au monde apportée par Internet, par les smartphones, etc. Comme quoi, il n'y a pas que du mal dedans non plus. Hmm. Peut-être c'est grâce à une prise de conscience collective au niveau de l'éducation pour tous, et pas uniquement pour les familles les plus aisées, et qui permet finalement cette prise de conscience. Après, là où je tirerais peut-être la sonnette d'alarme, c'est dans
dans le sens où ils doivent continuer en fait ce travail-là de réappropriation de leur culture, d'appréciation de leur africanité, sans pour autant être spammés par nous autres. C'est que je vois beaucoup de gens qui, comme moi, vivent en Europe, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, et qui, nous aussi, on a une part d'africanité qui renaît en nous et puis on a envie de la revendiquer. Et parfois, enfin c'est surtout en Amérique du Nord, j'entends beaucoup plus fort et beaucoup plus souvent des Afro-Américains parler au nom de l'Afrique que des Africains eux-mêmes. Et je me dis, parfois, l'africanité, elle a bon dos. C'est qu'on s'en souvient que quand ça nous arrange, tu vois, que quand Mm. c'est à la mode. Mais le reste du temps, en fait, elle n'est pas pratique, donc on l'oublie. Moi, je suis quand même d'avis de laisser vraiment ceux qui y vivent, ceux qui vivent là-bas, qui travaillent là-bas, qui œuvrent sur le terrain pour ce continent-là, s'exprimer, nous dire vraiment ce qu'ils pensent et nous dire ce qu'ils veulent, que ce soit dans la mode, dans l'architecture, dans les musiques, dans la culture et qu'on apprenne en fait à les écouter. Parce que de notre côté, dans l'hémisphère nord en règle générale, hein, pas seulement l'Europe ou les États-Unis, on a tendance à trop parler. Donc on devrait Non, apprendre à ne ouais. moins parler et à écouter maintenant ce que nous disent les locaux, les Africains qui vivent en Afrique. Je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, je suis perplexe parce que je me dis, est-ce que, justement, que ce soit en grande majorité les Africains du Nord, qui sont encore différents des Africains de la diaspora qui ont voyagé après la Deuxième Guerre mondiale, donc sont pas forcément des alliés de guerre, est-ce qu'on devrait les amputer de leur africanité? Parce que bon, ils sont la conséquence peut-être de 400 ans d'esclavage. C'est vrai qu'ils ont été coupés du continent africain, ils n'y vivent pas aujourd'hui, mais il n'en fait pas moins qu'ils ont cette racine dans leur héritage. Maintenant, je me pose la question de comment concilier les deux. C'est-à-dire que parfois j'ai le sentiment, quand on regarde les grosses stars hollywoodiennes ou même de la musique, de la pop culture, on a le sentiment d'une forme d'idéalisation de l'Afrique ou d'une Afrique qui n'existe pas, puisque souvent, pour les Américains du Nord, l'Afrique, c'est les reines et les rois uniquement. On oublie les peuples. Et à chaque fois, quand tu as une représentation de l'Afrique, que ce soit dans des programmes comme Wakanda ou même dans des programmes comme Black is King de Beyoncé, tu as une forme d'idéalisation en fait de l'Afrique et une forme je ne dirais pas je ne trouve pas le bon terme, mais j'ai le sentiment, voilà, que ça enlève, que c'est comme si on veut recréer une Afrique qui n'a même pas existé, en fait. Et qu'on ne veut pas justement avoir conscience de l'Afrique telle que l'Afrique est aujourd'hui et la prendre telle qu'elle est aujourd'hui, l'apprécier, la valoriser et la faire connaître avec ses habitants tel que le continent aujourd'hui. Et sans le côté un peu des illusions. Mais en même temps, je pense que, je sais pas, quelqu'un comme toi qui est anthropologue, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu en dis? Parce que j'ai moi le sentiment que sur le continent africain, les jeunes Africains n'ont pas envie de rester sur le continent africain. Ils ont envie de partir du continent africain. Les jeunes Africains sur le continent africain estiment qu'ils sont africains, mais n'aiment pas tout ce qui se lie à la culture africaine, ils la trouvent archaïque, alors que tous ceux qui sont partis de force, peut-être avec la colonisation, et tous ceux qui sont partis ensuite par besoin, donc ça c'est les immigrés, que ce soit la première vague d'immigration qui était due à la Première Guerre mondiale et la seconde pour être aux côtés des Européens pour combattre notamment bon, notre ami allemand. Qu'est-ce que tu penses justement de cette, j'ai envie de dire, dissonance finalement, de dire que les jeunes Africains de la diaspora idéalisent l'Afrique et veulent retourner en Afrique. Les jeunes Africains du continent n'idéalisent absolument pas l'Afrique, vivent la difficulté du continent africain aujourd'hui et veulent partir. Et du coup, tu as des Africains qui sont sur le continent, qui veulent être comme des Européens, et tu as des Africains qui sont hors du continent, qui veulent être comme des Africains, mais ne savent même plus comment l'être. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, qui me choque. Et je me dis peut-être il y a une, euh, une autre nationalité qui est beaucoup plus hybride, ou je ne saurais même pas si c'est une nationalité, une autre identité qui est beaucoup plus hybride finalement, qui est l'identité des immigrants, finalement, qui est un mélange culturel entre
ce qu'on a vécu nous en Europe et la mémoire de ce qu'on aurait voulu vivre en Afrique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, déjà, l'humain, partout sur Terre, est soumis à ses biais cognitifs, à ses raccourcis intellectuels, à sa façon inconsciente de penser, et on est tous soumis à un désir d'ailleurs. On voit toujours l'herbe est plus verte ailleurs. En anthropologie, ça s'appelle la xénophilie. Et ça touche pas que les Africains. Ça touche vraiment toute l'humanité. Et c'est ce qui fait que l'être humain est le seul mammifère à exister partout sur Terre. Même les ours, qui existent en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, dans le cercle polaire arctique, on a des ours partout, mais pas dans les déserts chauds. On n'a pas de, mais des êtres humains, on en a. On en a vraiment partout. On en a dans les sommets de l'Himalaya, on en a dans des îles complètement perdues, l'île de Pâques. Et donc c'est déjà ça, c'est cette première raison. L'Africain n'est pas différent des autres dans cette envie d'ailleurs. Ensuite, l'exemple que tu as donné avec le Wakanda, je l'ai pas vu moi ce film-là par symbolisme, tu vois. Je me suis dit, c'est leur délire à eux. Ça plaît beaucoup. Moi, ça m'intéresse pas de savoir quelle est leur vision à eux de l'African Power. Hmm. Si tout doit passer par la force physique, par les muscles, par les pouvoirs magiques, c'est leur définition ultra nord-américaine en fait du power et de la force. Ça fait plaisir à plein de gens. Il y a plein de gens qui le sortent comme référence, qui l'utilisent comme avatar dans leur profil Facebook. Je vois tout autour de moi des amis ou dans mes contacts en Afrique du Nord jusqu'au Sud que ce film en fait a impacté les gens. Et c'est là qu'on se dit, c'est dans ce sens-là tout à l'heure que je disais, on devrait apprendre à se taire et à laisser parler ou même aider à parler ceux qui vivent en fait en Afrique. Parce que la puissance de marketing et de communication de ce genre de production hollywoodienne, on ne se rend pas compte à quel point c'est énorme. Et à côté de ça, on était tous les deux en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Je t'ai dû te dire que je suis fan moi, du cinéma ivoirien, mais tout ce que les gens connaissent, c'est l'humour ivoirien. Voilà, c'est Gogou, les Guignols d'Abidjan. Moi, ça me plie de rire. Mais encore une fois, on ramène finalement l'Africain, même le noir en règle générale, à du comique. Voilà, quand il est comique, là on le diffuse, là on en parle, là il a même des médailles de chevalier d'honneur, de je sais pas quoi. Ouais. Mais dès qu'il commence à parler de trucs un peu sérieux, de trucs un peu politiques sur l'esclavage ou autre, là ça plaît un peu moins, tu vois. Et on a des acteurs de qualité, on a des producteurs de qualité, même en termes de musique. Il n'y a pas que la lambada qu'on fait en Afrique. Je suis fan de Bonga, moi. C'est un Angolais. Donc c'est lusitanien, mais c'est du créole lusitanien. Donc les Portugais ne comprendront pas ce qu'il dit, mais c'est d'une profondeur et personne ne le connaît ici. Et je suis sûr qu'aux États-Unis on ne le connaît pas suffisamment. Donc voilà, si on devait donner ne serait-ce que 1% du budget hollywoodien pour soutenir le cinéma made in continent africain, déjà ça irait beaucoup mieux. Après, par rapport à leur envie de partir, c'est aussi peut-être ça l'africanité. Parce que quand on regarde un petit peu les manuscrits du passé depuis le Moyen Âge, les Africains ont toujours bougé. Ils ont toujours bougé, ils ont toujours voyagé à l'intérieur du continent. Après, bon, tu vas me dire, ouais, mais ça reste en Afrique. Mais l'Afrique, c'est l'Europe, plus l'Asie, plus les États-Unis. C'est énorme comme continent. Donc, bouger du Sénégal jusqu'au Nigeria, c'est un voyage de toute une vie, quand on le fait à pied ou à dos d'âne. Ouais. Quand on sait qu'on doit traverser des forêts équatoriales, on doit traverser des fleuves grands comme 3 fois la Seine, on doit traverser des zones désertiques, on doit traverser, enfin voilà, c'est quand même énorme. Et on a des Africains qui ont écrit aussi l'histoire pour le peu pour lequel on a écrit l'histoire, parce que l'histoire a toujours été écrite par les mêmes, et c'est rarement des Africains. On a Ansa Moussa qui a traversé toute l'Afrique et qui a dérégulé tout le marché de l'or, ne serait-ce que par son pèlerinage à la Mecque. Ibn Battuta, pour citer un Africain du Nord qui est parti jusqu'en Asie. Aujourd'hui, moi, mon éducation française, elle a été baignée de Marco Polo, de Vasco da Gama, de tous ces explorateurs, mais on m'a jamais enseigné qui était Ibn Battuta. Et il n'a rien à jalouser finalement à ces grands explorateurs qui ont vu le monde entier à l'époque où on ne se déplaçait qu'avec des bateaux à voile, qu'avec la force du vent ou avec ses pieds. Donc l'Africain est d'essence voyageur. Et donc si l'Africain a envie de quitter l'Afrique pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est juste qu'il est africain en fait. Il n'a pas changé. Il ne fait que ce que ses ancêtres ont toujours fait. Ouais. Ah merci de le rappeler. Je pense que on ne se le dit pas. Et c'est vrai qu'on voit dans l'immigration,
où le voyage, finalement, plutôt ce besoin d'un ailleurs meilleur que chez soi. Et je pense que c'est bien aussi d'équilibrer en disant que dans la nature même de l'Africain, le voyage a toujours été essentiel et que les plus grands peuples de nomades se retrouvent notamment chez les Peuls ou même les nomades du Tchad, du Mali, et qui ont toujours voyagé, en fait, du Niger, qui sont toujours en transhumance, qui ne sont jamais vraiment sur place, autant pour des raisons climatiques que pour des raisons aussi de bien-être, en fait. Donc, je pense que c'est bien de le rappeler que ça fait aussi partie de la culture africaine de voyager, de bouger, et aussi de rappeler que le continent africain, c'est aussi grand que tous les autres continents réunis. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette proportion-là en tête. Et on se dit, Je- je- j'in- voilà, J'invite, j'invite hum, vraiment tous nos auditeurs à regarder sur Google Earth hum, l'Afrique. Parce que quand on la regarde sur un planisphère scolaire ou ailleurs, on a vraiment l'impression, pour des raisons pratiques ou autres, elle a été extrêmement réduite. mhm, Mais quand on la regarde en mode normal, on va sur Google Earth, les proportions sont gardées, on se rend compte à quel point elle est énorme. En Europe, par exemple, on a à peu près une idée des frontières. On sait que la Grande-Bretagne, donc Angleterre, plus Pays de Galles, plus Écosse, plus Irlande, mhm. c'est quand même un sacré paquet d'îles. Ben, Madagascar, c'est plus grand que l'ensemble de toutes ces îles réunies. Et Ouais, pourtant, quand on dit Madagascar, on pense que c'est un petit grain de poivre sur le ouais, côté droit de l'Afrique. ouais. Non, non, c'est énorme, Madagascar. Mais moi, je pense qu'il y a aussi ces biais, moi je pense encore une fois de plus, c'est des biais cognitifs, de dire que plus les Européens ont nourri leur nationalité ou même leur appartenance à un territoire, plus ils ont créé des, des imaginaires qui donnent une forme de grandeur, mais cette grandeur n'est pas de facto en superficie, quoi. De dire C'est ça. ce qui fait qu'on pense que la France est un grand pays, bah c'est l'histoire de la France. Mais en soi, 66 millions de Français, c'est à peine la population, la moitié de la population du Nigeria. Donc, si on remet les choses en perspective, c'est cet exercice aussi de la culture, de la valorisation culturelle qui donne la grandeur à des nations, qui donne de la grandeur à des peuples. Et c'est ce qui fait que peut-être dans l'esprit de ceux qui n'ont pas qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique, parce que j'aime bien le rappeler, parce que parfois les gens pensent que l'histoire de l'Afrique commence avec l'esclavage, mais l'Afrique c'est quand même le berceau de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité commence en Afrique. Donc quand on n'a pas conscience que l'humanité commence en Afrique, Donc, je te coupe, c'était déjà des voyageurs de facto. voilà. Donc, ça veut dire que tout le reste du monde a été peuplé par l'Afrique, si on veut faire Exactement. un raccourci intellectuel, mais qui est d'ailleurs prouvé par Ouais, ouais. tous les historiens qui expliquent que voilà comment on a eu la différence de race, comment les races se sont créées, et que à la racine des choses, tout le monde vient du continent noir. Donc c'est le climat, c'est aussi la dislocation la tectonique des plaques qui a séparé aussi physiquement, qui a créé la dynamique des continents. Mais je pense qu'on se le dit pas assez. On le dit pas assez et on a le sentiment que l'ère que nous vivons est la seule ère qui ait jamais existé. Mais non. Avant Jésus-Christ, le temps était déjà là et après nous, il y aura encore le temps. Donc, Ouais. Alors, juste pour rectifier la tectonique des plaques, elle a un temps de déplacement qui s'élève à des millions d'années. ouais, Donc, ouais. l'être humain, quand il a commencé à quitter l'Afrique, le monde avait déjà à peu près cette forme-là. Commencer. Ouais, ouais. Mais il y avait quand même des différences, effectivement. L'eau était beaucoup plus basse, ce Mhm, qui fait que entre l'Éthiopie et le Yémen, on pouvait y aller avec des barques assez légères parce qu'il y avait beaucoup de zones où on avait pied, par exemple. L'Indonésie était accessible à pied, l'Australie était accessible à pied, mais mis à part le niveau de l'eau, le positionnement des continents était déjà le même. Mais oui, effectivement, l'humain, avant qu'il n'ait formé non pas des races différentes, mais des communautés différentes, il venait du Grand Rift, il venait du sud de l'Éthiopie, ouais. ouais. Je vais poser une question de profane, hein. Je me suis pas documentée sur la question, mais qu'est-ce qui fait que le niveau de l'eau continue à monter, qu'il y ait de plus en plus d'eau sur la Terre? En tout Alors, cas, il y a toujours eu des variables beaucoup plus lentes qu'à notre échelle aujourd'hui, mais 1000 fois plus lentes, avec des périodes glaciaires froides et des périodes de réchauffement climatique où le climat se réchauffait.
La seule différence avec aujourd'hui, c'est que ça se fait quasiment ouais, entre 900 et 1000 fois plus vite Hmm, que dans l'histoire, et que l'humain ou n'importe quel mammifère n'est pas capable de s'adapter à ces changements climatiques aussi vite que ça. Et c'est pour ça que c'est d'accord, inquiétant ce qu'on traverse aujourd'hui. d'accord, ok. Ouais, petite parenthèse fermée. Génial. Alors pour toi, quelles sont les étapes pour capitaliser sur l'héritage africain? Comme on se l'est dit, il faut justement réussir, parce que la grandeur vient des histoires qu'on se raconte. Il faut réussir dans notre époque, en tout cas, parce que je pense que c'est les civilisations, c'est comme une roue qui tourne. Il y a des civilisations dominantes, des civilisations moins dominantes. Mais en soi, le temps continue à passer et les civilisations continuent à évoluer. Mais en attendant, en vivant dans notre ère à nous, et peut-être en se projetant sur les 100 prochaines années. Et ça, c'est vraiment le petit humain qui te parle. C'est-à-dire, c'est l'humain qui n'a pas conscience des millénaires. C'est l'humain qui vit dans le moment présent et qui n'a pas le temps, la conscience du temps linéaire non plus. D'après toi, comment est-ce que notre génération pourrait capitaliser sur l'héritage africain, des savoir-faire, pour construire les marques de demain? C'est-à-dire, comment réenchanter les récits d'Afrique à travers des produits contemporains, quoi, ou des objets contemporains. Je dirais, dans un premier temps, l'écoute. Encore une fois, je vais revenir au même sujet, que nous apprenions, nous autres de l'hémisphère nord, à les écouter. Et ça commence par les rencontrer. Donc, aller à leur rencontre, multiplier les déplacements chez eux, mais jusque dans leur zone rurale, sans forcément transformer en Disneyland touristique certaines régions, comme en ce moment, on le voit chez les Imba, peuples Hmm, autochtones de Namibie, qui sont très, même moi, je les ai mis comme image phare de ces 2 dernières années dans la page d'accueil de mon site internet For Rivers. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une si bonne idée parce que tout le monde en parle. Tout le monde se tourne vers les Imba, tout le monde veut voyager, rencontrer des Imba, ce qui fait que les Imba se sont adaptés à l'offre. En fait, c'est un gagne-pain pour eux qui qu'on est vienne les voir. significatif, Hmm. exactement. Et donc, non seulement ils vont arrêter la pratique de leur patrimoine immatériel, de leur pastoralisme, élevage de bœufs, de leur culture, de leur danse, leur chant, leur rituel, pour Disneylandiser, j'invente des mots, leur culture et faire plaisir aux touristes. Et c'est ce qui s'est passé chez le peuple des Homo au sud du Soudan. Ils sont aujourd'hui devenus très agressifs. Très agressifs, ils viennent, ils sont armés, ils te forcent en fait à donner de l'argent, ils te raquettent. Tu prends la moindre photo de paysage et ils vont te raqueter ton argent parce que ça leur appartient. Enfin, ils ont vraiment changé complètement leur profil culturel. Aujourd'hui, plus personne ne va entendre parler d'eux, plus personne ne voyage chez eux. Et comme pendant 30 ans, ils n'ont développé que ces simagrées touristiques, ben aujourd'hui, ils ne savent plus rien faire. Ils ne savent Hmm. plus travailler la terre, ils ne savent plus travailler le bois, ils ne savent plus chasser, ils ne savent plus, ils sont démunis. Donc, aller à la rencontre des peuples autochtones, collaborer avec eux, mais sans les noyer, tout en respectant finalement leur authenticité, en les laissant évoluer s'ils veulent. En tant que, j'ai suivi beaucoup de conférences d'anthropologues qui regrettaient, c'était en Amazonie, au Brésil, que certaines associations de protection des peuples autochtones leur interdisent de porter un jean et un t-shirt parce qu'ils sont plus beaux tout nus dans la jungle. Ouais, mais le mec, il veut porter des bottes pour se protéger des araignées ou des serpents, et un jean et un t-shirt, c'est aussi son choix. C'est aussi son évolution à lui. Toi, ton travail en tant qu'association, on appelle la FUNAI, de protection des droits des peuples autochtones, c'est de protéger leur intégrité physique, parce qu'ils sont vulnérables, ils n'ont pas de fusil et ils veulent pas en avoir. Et donc l'Afrique, aller vers eux et les écouter, premièrement. Deuxièmement, créer des ponts inter-Afrique. C'est-à-dire, on a toujours le réflexe de dire, tiens, cet artisanat africain, je vais le vendre à Paris. Je vais Hmm. l'exposer à New York. Je vais l'exposer à Tokyo. Parce que là-bas, il y a l'oseille, il y a les acheteurs et ça va marcher. Et moi, je suis intimement persuadé que tu peux déjà commencer par les exposer dans des grandes villes africaines, Hmm. dans des pays comme la Côte d'Ivoire, comme l'Afrique du Sud, ou le Maroc, ou même des pays qui n'ont pas encore atteint ce niveau, comme le Mali, l'Éthiopie. C'est pas par hasard si Dior était à Marrakech pour un défilé, que Chanel était
en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pardon, à Dakar, il y a 2 mois. Et ils ont toute une brigade de gens experts qui leur coûtent beaucoup, beaucoup d'argent et qui ont étudié les tenants et aboutissants de ces territoires et qui se sont dit, c'est le bon endroit, c'est le bon moment. Donc nous-mêmes, on devrait créer cette espèce de toile d'araignée interne pour avoir un système protéique, voilà, un système vraiment protéique entre nous, et ensuite les sortir de là, de l'Afrique, pour aller de manière épisodique exposer à Paris, exposer à Stockholm, exposer à Toronto, et les faire revenir pour aussi faire rayonner finalement la culture africaine à l'étranger. Donc je pense que ça passerait par ces 3 étapes. Très bien. Et tu as évoqué un sujet que je me suis abstenue de commenter depuis que tout le monde me dit: «Mais alors, qu'est-ce que tu en penses?» J'ai dit: «Je n'en pense absolument rien» ou «Je m'abstiens de toute pensée». Qu'est-ce que tu penses justement de tous ces grands groupes internationaux qui, de plus en plus, sont en train d'étendre leur maillage sur le continent africain? Si on prend l'exemple le plus récent, qui est Chanel à Dakar, qui a fait son tout premier défilé métier d'art à Dakar et qui a aussi, pour la première fois, exporté son concept 19M, qui est autour de la création artistique et de la valorisation des savoir-faire. Ce signal-là, pour toi, ça augure quoi, en fait? Toi qui connais un peu les maisons et en tant que... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un comme moi ou même des acteurs qui sont sur le continent pour collaborer peut-être avec ce type de démarche? Alors, je vais donner la réponse d'un créateur de mode africain et ensuite la mienne, Ok, qui est différente. ok. Mais c'est important, encore une fois, d'écouter l'Afrique. Et c'était il y a 2 ans, je crois, c'était en visio, j'étais à une conférence pour la BBC Afrique de l'Ouest, et il y avait un créateur de mode africain dans la table ronde, c'était pas une conférence, mais un débat. Et à un moment donné, on le questionne, c'était sur Dior, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et le mec qui dit, mais tant mieux, pour une fois que l'Afrique est à la mode, pour une fois que les regards sont braqués sur nous, pour une fois que ça nous donne des opportunités de faire valoir notre art, notre style et nos créations. Moi, en tant que créateur de mode, ça va m'aider à manger. Laissons faire. Laissons faire, ça nous fait du bien. Alors ça, c'est ce que lui a dit. Maintenant, ce Hmm, que moi, je pense, je suis pas créateur de mode, et quand on bosse sur les sujets de la sociologie ou de la culture, on pense plusieurs années à l'avance parce que n'importe quel acte met des années à se mettre en place c'est dans la ça. culture. C'est Hmm, jamais du jour au lendemain. Et donc moi, c'est une des raisons pour lesquelles je m'étais abstenu de bosser sur un projet avec la trend, une trend forecasteuse, c'est une agence d'anticipation des tendances qui mhm, avait tout focalisé sa communication sur l'Afrique et sur l'individu de couleur noire. hmm, Alors, on est dans un monde, on est dans une mode qui est contradictoire, qui est éphémère, qui change tout le temps d'avis, qui est versatile, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils se rendent pas compte en fait des méfaits qu'ils vont hmm. causer. Donc, si cette mode est durable, on se dit, OK, on a pris conscience aujourd'hui qu'on avait trop mis de côté l'Africain ou l'humain à peau noire, bronzée, caramel, appelons-la comme tu veux, on l'a trop mis de côté, on l'a trop souvent mis de côté dans nos pubs, dans nos films, dans nos séries, dans nos packaging, dans nos communications. Aujourd'hui, on veut faire notre mea culpa. L'être humain, tous les humains sont égaux et toutes les personnes peuvent être belles, pas que les peaux blanches et pas que les cheveux blonds. On reconnaît que la beauté est partout. Hmm. Si ça se passe comme ça et que c'est durable, je dis que c'est génial. C'est un conte de fées. Si ce n'est qu'une mode qui est passagère, parce qu'en ce moment, on parle du Black Lives Matter, parce qu'en Hmm. ce moment, la mode, c'est l'africanité, mais que demain, ça va changer et que du coup, tout le monde va partir. Là, du coup, je vais m'inquiéter. C'est d'ailleurs ce que j'avais notifié dans mon interview au Fashion Network, le magazine qui m'avait interviewé en 2020, sur le défilé de Dior. Ben, j'avais dit, c'est excellent. Dior vient, en plus, ils citent les sources de collaboration. Ils font le défilé avec les personnes avec qui ils ont fait les broderies, dans la ville même de Marrakech. Finalement, tous les feux sont verts. Sauf que
ils se sont barrés extrêmement rapidement. Voilà. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu d'aide à l'intelligence économique pour gérer tout l'afflux des communications qui allait tomber dans les frêles épaules de ces quatre coopératives qui ont aujourd'hui déposé le bilan. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute de Dior. On ne peut pas dire que Dior a pour responsabilité Oui, bien sûr. d'être des humanitaires. Mais quand on est une planète aussi grosse, de manière astrologique, on attire dans sa force de gravité des Oui, petites lunes, oui, des petits astéroïdes, des petites oui, planètes qui sont ces petites coopératives fragiles. oui. S'ils veulent fonctionner de manière standard avec, en roulant à 300 km/h parce qu'ils ont le bolide qui va avec, bah, qu'ils bossent avec des fournisseurs qui ont leur C'est level. ça, c'est Tu ça. vois. Ou Et qu'ils c'est ça, moi, accompagnent qui des petits m'inquiète. fournisseurs à avoir le level aussi. Oui, parce Ouais, que ça, par contre, on le fait très bien en France. ouais. Quand on collabore avec un artisan du cuir, avec un teinturier qui est artisanal, mais qui est tellement précieux que du coup, on doit l'assister, ces grandes marques de luxe savent accompagner. Elles Ouais. savent être patientes et Mm, méthodiques avec ces petits fournisseurs. Et ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, l'Afrique redevient, encore une fois, le grenier du monde. Sauf mm. que là, c'est un grenier intellectuel en termes de style et de mode. Et une fois qu'on aura pioché ce qu'on aura voulu piocher, ben, les gens partiront et on se retrouvera démunis. Mais je ne souhaite pas ça au continent, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec toi de dire que il y a... Et je pense que les deux avis se complètent. C'est-à-dire l'avis du designer de mode qui dit, bah, tant qu'on s'intéresse à nous, moi j'en profite. Et ton avis qui dit oui, mais est-ce que cet intérêt, il est éphémère ou pérenne? Est-ce que c'est un intérêt vertueux de dire, voilà, c'est l'autre humain que j'apprécie et du coup, mon appréciation pour cet autre humain ne va pas s'arrêter à partir du moment où il m'apporterait rien? Je pense que les deux se complètent. Je pense il faut il faut garder en tête cela et se dire que si justement les démarches des grands groupes, qui pour moi aujourd'hui sont au-delà même de la notion de nationalité, sont beaucoup plus inclusives, que ce soit des couleurs de peau, des tendances, des esthétiques, si elles sont vraiment dans ces démarches d'inclusivité, hein, pour se transformer en supranation du beau, parce que finalement c'est ça, hein, on va dire que même si Chanel est une marque française qui valorise une certaine vision de l'esthétique française, en allant à la rencontre d'autres esthétiques, son esthétique va forcément s'altérer. Et j'espère qu'elle aura conscience, du coup, une fois que ces esthétiques ont changé, que ce ne sont plus des esthétiques françaises, mais ce sont des esthétiques de Chanel qui devient un peu comme une supranation. Ouais. Et c'est un peu ça aussi que moi je dis souvent dans cette dynamique de dire, voilà, on s'inspire des peuples d'ailleurs. Ces inspirations ne sont saines que si on valorise les autres. C'est-à-dire que si demain, on a des marques internationales qui piochent un peu partout à gauche, à droite, des esthétiques pour en faire des esthétiques hybrides, et on perd justement cette authenticité d'esthétique, bah, on retombe exactement dans ce que tu disais, ce qu'on disait au début de notre conversation, une forme d'uniformisation des choses, une uniformisation du beau même. Et je pense que le beau perd toute sa magie s'il est uniformisé. Donc justement, Oui. peut-être dans ce travail-là d'inspiration des autres ou bien d'inclusivité des autres, il faut toujours valoriser les autres, c'est-à-dire leur donner leur place. Et le seul avis que moi j'ai eu, il était vachement externe et de loin de cette démarche de Chanel que je trouve beaucoup plus inclusive quand même que d'autres démarches qu'on a vues dans le passé. La démarche semble en tout cas beaucoup plus intelligente. Mais ça peut, de façon sous-jacente, dénoter aussi une ambition beaucoup plus grande aussi pour le continent. Parce que n'oublions pas que c'est une marque avec des actionnaires et Oui. peut-être leur démarche, ils ont une stratégie sur 20 ans. Et comme tu disais, les graines qui ont été semées aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à les voir et il faudrait aussi pour les acteurs locaux, que ce soit les acteurs natifs sénégalais ou des acteurs qui sont au Sénégal, bah, de prendre conscience de cela. Et c'est ce que je dis beaucoup, tu l'as dit aussi, de dire qu'avant de rêver d'ailleurs, embellissons chez nous. C'est-à-dire qu'avant d'avoir envie d'aller montrer ce que je sais pas, les Maliens, les Camerounais ou les Ivoiriens font, bah, peut-être se les montrer entre nous-mêmes, c'est-à-dire prendre quelque chose qui se fait au Maroc, aller le montrer en Côte d'Ivoire, prendre quelque chose qui se fait en Côte d'Ivoire, aller le montrer en Afrique du Sud et vice-versa,
pour créer de plus en plus de passerelles de conversation, parce que je trouve que la grande majorité des Africains est tournée vers l'extérieur et même pas assez vers les à côté. C'est-à-dire, on regarde loin là-bas devant, on regarde même pas son voisin. Et ce que tu as dit est très vrai, et il faudrait réussir, en tout cas dans les dynamiques à venir, à être beaucoup plus dans ces passerelles de collaboration, d'échanges trans-africains entre les Africains eux-mêmes, parce que heureusement, ce n'est pas un bloc monolithique, c'est une richesse diverse, variée, où on gagnerait tous à apprendre de nos voisins, en fait. Et, Absolument. et ça, les grandes marques de luxe l'ont compris. Et j'ai aussi peur que ce soit une forme de, de, de perte d'authenticité qui les pousse aussi à aller chercher des choses beaucoup plus vierges, entre guillemets, C'est qu'elles absolument pourraient. ça, hein. Ouais. En ce moment, par exemple, dans l'actualité, tu as beaucoup de débats sur l'intelligence artificielle, Mhm. avec les nouveaux bots là, qui sont sortis, avec lesquels tu peux discuter, etc. Oui, oui. J'ai testé. Une amie m'a dit, tiens, c'est dans mon téléphone, pose la question que tu veux. Bon, je pose une question très, très ciblée, très, très technique, il répond tout de suite. Ok, je lui pose une question concernant mon village, au fin fond des montagnes du sud de l'Atlas. Même Google Earth ne l'a pas notifié. C'est moi qui, en me souvenant de telle route, de telle piste, qui a Mhm. réussi à localiser mon village. Et je lui dis, qu'est-ce que je peux faire en tant que MRE, pas préciser quoi, dans ce coin-là. Comment je peux en vivre en fait si je m'expatriais? Parce que j'ai mon projet de m'expatrier là-bas. Et bon, il a pris 4 minutes de réflexion, ce qui est énorme. Je rigolais, je l'ai eu, j'ai réussi Mais à il a hacker le trouvé, il a fini système. par trouver. Et à la fin, il a trouvé. Il a dit le MRE, entre parenthèses, Marocain résident à l'étranger, peut faire de la production d'huile d'argan ou d'huile de Waouh. figue de barbarie, etc. Des trucs que très peu de gens connaissent. Je me suis dit, ah ouais, non, là, je commence à avoir peur. Ouais. Et en tant que professeur universitaire, du coup, j'ai continué à écouter des podcasts, des conférences et lire des articles sur l'IA. Et en tant que professeur universitaire, je sais qu'il y a une très, très grosse peur en ce moment dans le milieu de l'éducation en général, parce que des élèves ont déjà commencé à faire appel à des IA pour rédiger des mémoires. Ils veulent plus réfléchir, en fait. Waouh. Non seulement ils peuvent plus, mais tu as même des techniciens des IA, des spécialistes, qui parlent ils appellent ça le grand inversement, si je ne me trompe pas. Mhm. C'est le moment, en fait, aujourd'hui, tu as Google qui est capable de déceler quand tu sais, tu as des views quand tu as une chaîne YouTube ou quand tu as Oui. un Instagram, tu as des abonnés, tu as des viewers, etc. C'est ça qui te fait gagner de l'argent quand tu as Mhm. une chaîne YouTube. Mais tu as des bots, des intelligences artificielles qui font semblant de regarder ta vidéo pour te faire gagner des vues. C'est de la Mm. triche. Mm. Mais elles ont un comportement qui ressemble à celui d'un être humain pour pouvoir justement passer entre les mains des filets. Et plus ça va, et plus elle est subtile dans sa façon de ressembler à une attitude humaine pour faire gagner des views ou des lectures dans des Ouais. documents, etc. Et donner de la valeur finalement aux documents produits. Euh, et aujourd'hui, l'IA a tellement surpassé l'humain dans sa façon d'être humain qu'on est dans un grand inversement où les robots de Google prennent des humains pour des robots et les robots pour des humains. Et Mon là, c'est en Dieu. train de catastropher la totalité du monde, que ce soit dans le monde de la création, de la culture ou même du business tout court, des spéculations dans les bourses. Il y a des milliards et des milliards de dollars en jeu à ce niveau-là, parce que l'attitude du parieur qui va acheter des parts de telles actions dans telle société, ben, des fois, c'est aussi simulé par des robots. Et bien là encore, l'Afrique est extraite de tout ça, parce que l'IA a des datas sur l'Afrique, c'est sûr. Même dans mon village, elle a fini au bout de 4 minutes par trouver une information. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins riche que le reste du monde. Mm. Et pour l'instant, l'Afrique est encore une zone d'ombre en fait pour toutes ces IA, et c'est encore le cerveau humain qui va créer la culture et les arts. Et Ouais. c'est pour ça que pour moi, c'est une priorité de travailler là-dessus pour les protéger, pas forcément en les industrialisant, pas forcément en les numérisant, mais les protéger en leur apportant à bouffer, premièrement, à ces Ouais. artisans, Qui continue à en exister. développant un modèle économique intelligent et en les épargnant finalement de cette culture monolithique qui est vouée de toute façon à s'autodétruire un jour ou l'autre. Ouais. En t'entendant parler, je me posais justement la question de la notion de progrès et de dire la notion de progrès telle que des personnes comme moi
on peut avoir de dire, voilà, on est allé à l'école, on s'est éduqué, on a l'eau courante, on a le chauffage, des choses qui sont élémentaires, qui justement ressemblent au progrès. À partir d'où ça s'arrête, en fait, cette notion de progrès et on revient dans la régression, on régresse. Et c'est exactement ce que tu dis, de dire que dans la recherche technologique, on a tellement poussé dans l'extrême qu'on va créer des futurs humains qui vont régresser dans le développement humain, c'est-à-dire que on arrête de réfléchir puisqu'on a donné le rôle de réflexion Mhm. au robot. Et c'est le robot, on va aller lui poser des questions qu'on aurait pu se poser et en faisant justement un cheminement logique, on aurait pu trouver. On s'interdit même finalement de devoir réfléchir et on donne tout au Oui, robot. Mais on oublie que le robot, c'est nous qui l'avons nourri. Mais toutes les versions de nous, c'est-à-dire que les versions les plus extrêmes et les versions les plus modérées, c'est tout ça qui ont créé l'intelligence du robot. Et comme tu dis, moi aussi j'ai une crainte pour la régression de la race humaine, de dire voilà, est-ce que demain, est-ce que notre race existera encore ou est-ce qu'il y aura une nouvelle race qui serait une race de robots? J'en sais rien. J'ai envie, Mhm. j'ai envie que Je- voilà que tu me dises ce que tu en penses et qu'on finisse notre conversation peut-être sur ce ton un peu, je sais pas si c'est défaitiste ou pas, mais Non, mais je pense pas que c'est ce qui nous attend parce que le principe de l'IA, c'est d'aller puiser dans l'existant pour aller en faire des synthèses. Mais si l'existant, qui aujourd'hui est encore qualitatif, aujourd'hui il est encore créatif, aujourd'hui il fait appel à de la réflexion. Prenons par exemple les IA qui te font des images. mhm. Voilà. Tu dis image d'un paysage sunset sur une île déserte sur la planète Mars. Voilà. L'IA va te sortir une superbe image, coucher du soleil sur la planète Mars avec les ombres et tout et tout. Mais tout ça, en fait, il va puiser dans des images déjà existantes, dans des millions, des milliards d'images déjà existantes, et il va te faire une synthèse de tout ça. Mais si, à partir de maintenant, on demande à l'IA de nous créer des images et qu'on n'en crée plus nous-mêmes, et que pour faire nos contenus YouTube, pour faire nos œuvres d'art, pour faire nos tableaux, pour faire nos créations, ben finalement, on ne développe plus rien nous, mais on passe par l'IA, ben l'IA n'aura plus rien pour se nourrir elle-même. Mhm. Donc elle va finir par s'auto-digérer et Ouais. par perdre en fait du principe de son efficacité. Et ça va s'arrêter. C'est un peu comme les IA qui ont déjà été utilisées, les IA très très archaïques du siècle dernier, hein. Le crash boursier de 1910, Mhm. il a d'abord commencé par des calculateurs, les premières machines à calculer pour anticiper des risques, anticiper des achats, des ventes, etc., a créé le premier crash boursier parce qu'à un moment donné, il y avait un risque à tel endroit qui était mineur, mais les ordinateurs l'ont calculé, ce qui fait que les parieurs ont tout de suite retiré leur argent, ce qui Ouais. a créé une réaction en chaîne, et tout le monde retire son argent, et puis oh, bah, au cas où, je retire mon argent pour voir plus tard ce qui se passera, tout le monde retire son argent de partout, ce qui fait que des gens ont perdu en l'espace de même pas 5-6 heures dans la journée des milliards de dollars, et tu as des gens qui se jetaient du haut des buildings à New York. Ouais. Et ça a créé un crash boursier international. Donc c'est là qu'il y a des lois qui ont été votées pour réguler finalement ces ordinateurs et pour permettre au marché boursier d'être quand même piloté par des cerveaux humains. Donc je pense qu'à un moment donné, la créativité, la culture et tout ce qui, pour l'instant, est fourni gratuitement par l'IA, euh, va aller un petit peu à foison sans règles ni droit ni loi, mais qu'à la fin, il y en aura forcément parce que sinon, tout va disparaître. Et puis même ces créateurs qui créent des contenus qui sont réinterprétés par l'IA, personne ne les paye, personne Ouais. ne les rétribue, personne ne les cite. Donc à la fin, eux-mêmes n'auront plus du tout de raison de continuer de Ouais. créer et ils vont s'arrêter. Et l'IA n'aura plus du tout de carburant. Ouais. Donc moi, Ouais. je suis très tranquille en fait. On va peut-être passer par une phase pénible, mais sur l'avenir pour nos enfants, sur le long terme, je suis assez tranquille. L'humain, cette capacité d'être stupide, mais il a aussi cette capacité d'être résilient et de rebondir sur ses erreurs. Ouais. Ouais. Donc je suis rassuré, d'autant plus pour l'Afrique, qui encore une fois, son pseudo-temps de retard lui permet juste de voir mieux que les autres ce qui se passe parce que les Ouais. autres roulent beaucoup trop vite, Ouais. tout Ouais. simplement. Tout à fait. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Ali. Je ne sais pas si tu as Merci un à toi. petit mot de la fin. On a commencé par patrimoine immatériel, on finit par l'IA. Est-ce que tu as un petit mot de la fin qui lie les deux et avant qu'on ne clôt cet épisode? Bah,
Pour rester en fait sur le thème de l'Afrique et pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur l'Afrique, euh, allez-y, allez-y, voyagez, visitez, rencontrez des gens sur place. Euh, je, je vais citer encore une fois notre dernière prestation à Abidjan. J'ai pris une semaine avant et après l'événement, juste pour rencontrer des gens, marcher des heures et des heures dans les quartiers d'Adjamé, à Yopougon, discuter avec des gens et vous allez voir, ah ouais, en fait, c'est pas du tout comme j'imaginais. En fait, c'est pas comme ça. En fait, bon, ça, c'est peut-être pas comme j'imaginais, mais c'est peut-être pas forcément mieux. Mais ça, par contre, c'est 1000 fois mieux. Ah oui, en fait, il y a une opportunité à tel endroit. Il y a, c'est en voyageant que j'ai créé ma société. Et c'est les voyages qui ont permis à mes clients d'avoir confiance en moi et de me confier des missions énormes avec des boîtes de luxe très prestigieuses. Et c'est par le voyage et la découverte de peuples du monde que je me crée la richesse. Et j'invite tout le monde vraiment à suivre ce chemin-là. Rencontrer l'autre, rencontrer l'humain et prioriser l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'Eldorado des idées et des arts et de la culture si vous voulez vous rafraîchir un petit peu l'esprit. Excellent. Merci beaucoup, Ali. Et Merci à toi. je te souhaite de très belles choses pour cette année et à très bientôt. Bah, toi aussi. Au revoir. Si tu as aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action et donner un coup de main. Pour cela, il suffit de noter le podcast avec une note 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, Apple Podcast ou d'autres plateformes d'écoute pour permettre à d'autres comme toi de découvrir cet épisode plus facilement. N'hésite pas également à partager autour de toi avec tes amis, tes collègues et notamment sur les réseaux sociaux en me taguant pour me donner un vrai coup de boost. Si tu veux me contacter pour me poser des questions ou me donner tes feedbacks, n'hésite pas à aller sur le site www.nellywanji.com ou me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, que je consulte régulièrement sur mon profil Nelly Wanji. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. À très vite.